à tous et surtout bonjour à Stéphane Duguet et Thomas Visonneau qui nous font plaisir d'avoir accepté notre invitation dans cette première émission qui s'appelle, c'est une très bonne, je trouve que c'est un très bon nom, Un samedi à Canal. Donc, j'ai pas trouvé mieux. Si quelqu'un a mieux, n'hésitez pas. Hein. On n'a pas été consulté. Avec derrière la caméra Christiane et Nassima qui pourront intervenir lors de cette émission. Donc, l'objectif de ces émissions qu'on espère, on espère qu'elles seront très régulières, c'est de causer, de discuter sur des thèmes ou des sujets divers en articulant local et global. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le spectacle vivant est-il essentiel? Donc c'est la question qu'on va se poser. Et pour répondre à cette question, donc, nous avons invité Stéphane Duguet, salarié de la communauté d'agglomération bergeracoise et salarié pour la direction du centre culturel Michel Manet et de l'auditorium François Mitterrand à Bergerac. Donc un salarié administratif, on peut dire ça comme ça, oui, voilà. Oui. Mais aussi connu pour le festival Bossé Festival, on pourra peut-être en parler. Côté associatif. Côté associatif. Et puis Thomas Visonneau, acteur, metteur en scène et même fondateur d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Tout Vivant, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous êtes installé à Bergerac depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Oui. Donc voilà, je tiens à dire aussi que nous avions invité, on a tenté d'inviter le roi de cœur, mais oui, malgré différentes tentatives, pour des raisons peut-être qui sont liées à l'organisation aujourd'hui, je pense, d'un spectacle. Enfin bon, en tout cas, bref, on n'a pas réussi à les avoir. Et nous avons volontairement écarté les élus, préférant mettre autour de la table des acteurs de terrain, des professionnels de terrain, parce qu'un élu n'est pas un professionnel, c'est un élu. Et donc, pour parler de cette chose qu'on appelle le spectacle vivant. Alors, j'ai découvert, en préparant l'émission, qu'il y avait un article dans le Code du travail. Pour ceux qui veulent avoir la référence, c'est l'article L 7122, alinéa 1. Qui définit le spectacle vivant comme tel. Vous me direz si c'est OK pour vous. Donc, entrepreneur de spectacle vivant qui, en vue de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit, s'assure la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. C'est quand même... c'est un peu longué comme définition, un peu abstrait, mais finalement assez concret, assez juste. Et puis, dans ce qu'on appelle dans le spectacle vivant ou les arts vivants, on a le théâtre, la danse, la musique amplifiée, les arts du cirque, la marionnette, l'opéra, l'illusionnisme et même la poésie. Ah, l'illusionnisme. Voilà, donc c'est tout ça. C'est un petit peu disparu, je crois. Ça redémarre. Bon, en tout cas, le spectacle vivant au sens large, c'est 15% de l'économie culturelle, donc c'est pas négligeable. Et puis pour soutenir le spectacle vivant, il y a vous. Il y a à la fois les acteurs, les metteurs en scène, les associations, les intermittents, parce que je crois que Thomas, tu es intermittent du spectacle. Il y a les salariés aussi du côté administratif, comme Stéphane, qui s'occupent également, sauf si je fais une erreur, de la programmation du centre culturel. Oui. C'est toi qui t'en occupes. Oui, c'est moi qui... Alors, comment ça se passe en gros? La programmation, pour une programmation qui se déroule en ce moment, on travaille à peu près un an et demi en amont, bien évidemment. On rencontre les compagnies, les chefs de compagnie ou des groupes d'artistes qui viennent nous proposer leur création prochaine ou leur spectacle en cours. On discute, on va voir un petit peu, on lit les dossiers qu'ils nous envoient. Après, on est invité parfois à des séances de travail. On reçoit aussi des séances de travail parfois en résidence, alors dans la salle de Mitterrand. Ça, si on sélectionne ça, c'est que ça nous intéresse, que ça nous parle, etc. Et que on programmera ces spectacles-là prochainement. Okay. Mais aussi, alors, des compagnies locales, mais évidemment aussi on travaille avec les producteurs un peu plus conséquents pour faire venir les plus conséquents. Les grosses têtes. Les grosses têtes d'affiche. Enfin, non, c'est pas les grosses, parce que nous, quand même, on est une ville moyenne, on ne peut pas faire des trucs énormes. Mais voilà, donc c'est un travail quand même de longue haleine. Et puis après, il faut, dans cette sélection, parce qu'il y a énormément d'acteurs culturels côté artistes,
Et c'est super parce que moi, tous les gens que je rencontre, il y a une richesse et c'est souvent de qualité. Les 98% du temps, c'est que des gens avec des projets très intéressants et très pertinents. Donc il faut déjà avoir des coups de cœur ou des intérêts, sélectionner déjà, faire un premier tri et puis après le proposer à nos responsables politiques. C'est-à-dire aux élus. Aux élus. Alors on en reparlera tout à l'heure dans l'émission. Et après la programmation, elle s'articule, enfin ça se fait comme ça. Il faut savoir qu'on a sur une saison une petite quarantaine de choix, même pas 35 sur la, voilà, donc, sur la totalité. Sur la totalité. J'ai vu un chiffre aussi, 6% en 2019, c'est un peu ancien, mais 6% des représentations représentent 49% des entrées. Donc là, ça montre bien ce fossé, puisqu'on va partir de ton coup de gueule. Ton coup de gueule de septembre dernier, qui constatait ce fossé un peu important et qui, d'après toi, se creuse entre ce que tu as appelé les têtes d'affiche surmédiatisées, par exemple Pablo Mira, typiquement avant-hier, et puis des compagnies un peu moins connues, qui ont peut-être du mal parfois à remplir les jauges par méconnaissance. Et puis peut-être d'autres raisons, enfin on en discutera. Je vais commencer par t'interroger sur ce coup de gueule et après je laisserai réagir Thomas sur ce que tu dis. Oui. Pourquoi, d'après toi, ce fossé est une menace pour le spectacle vivant ? Alors on se demande si c'est voulu ou quoi, mais en tout cas au niveau de l'État ou national, on dirait qu'on va on pousse à ça en fait. Une culture un peu, pas unique, mais bateau, où on n'a pas besoin de trop réfléchir. Je critique pas trop le public, c'est juste un constat. Les gens, c'est plus facile pour eux d'aller voir des artistes qu'on nous refait voir à la télé ou qu'on entend à la radio, c'est plus facile, c'est plus confortable, on ne prend pas trop de risques, quitte à payer 50 € pour une place de spectacle, c'est toujours plus facile que d'aller voir Pablo Mira, parce qu'il passe à la télé tous les soirs, et il fait rire ou il fait pas rire. Moi je ne connaissais pas, c'est un chroniqueur humoriste. Oui, qui travaille avec Barthès quotidien, mais qui a créé aussi le Gorafi. C'est lui qui a créé le Gorafi. Ouais, donc bon, il est très bien, mais bon, voilà, il est très médiatisé, donc c'est beaucoup plus facile d'aller... de remplir des jauges. On ne prend pas de risque en plus en tant que programmateur, là c'est du pain béni, je dirais. Mais c'est plus facile qu'après d'aller prendre des tickets pour une compagnie un peu moins médiatisée qui va défendre des sujets assez... Peut-être plus ambitieux. Enfin, plus ambitieux, je ne vais pas dire que c'est pas forcément ambitieux les têtes d'affiche, mais peut-être... Oui, ou on va réfléchir un peu. Okay. Non, je ne dis pas que ça ne fait pas réfléchir d'aller voir Pablo, mais voilà, où il y a des propos un peu plus... des sujets un peu plus... qui rentrent dans le large, je dirais. C'est plus difficile pour les gens de payer 10 € pour un truc moins médiatisé que payer 50 € pour un truc qu'on est sûr de connaître. Alors, d'après toi, Stéphane, comment éviter cette marchandisation de la création, cette industrie du spectacle, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'on a un peu l'impression que le divertissement, ça marche très bien, du pain et du cirque, tout en laissant la place à des créations qui ne sont pas forcément dans du divertissement, je mets plein de guillemets derrière ce mot, parce que bon, j'ai rien contre le divertissement. Non, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a une piste ? La médiation... T'as poussé un coup de gueule, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Oui, c'est ça. C'est sûr nous, peut-être au niveau local, là, alors il y en a qui le font très bien au niveau associatif, la Gare mondiale ou d'autres, mais la médiation, peut-être qu'on manque de ça, d'aller... un peu faire du porte-à-porte dans le lycée, l'ENDU, je dis n'importe quoi. Une médiation auprès des plus jeunes, mais pas que des comme plus on jeunes. dit, à la rencontre des publics. Ouais. Mais quand tu dis médiation, ça serait toi ou avec des compagnies Oui. Okay. Moi, j'ai pas il faudrait un peu plus de moyens peut-être. Donc des moyens humains. Ok. Ouais. Donc du budget. Forcément. Évidemment. Ça passe par ça, mais... Ça peut être une piste. Une piste. Thomas Visonneau, est-ce que tu partages les propos de Stéphane ? Oui, et on les vit, nous en tant que compagnie, on va dire
régional au quotidien, parce qu'en fait on est dans les plaquettes, on va dire, de tous les théâtres dans lesquels on nous reçoit, et c'est pas que à Bergerac, puisque la compagnie nous rayonne, que ce soit à Agen, Marmande, en Gironde, dans les Landes, etc. Bah oui, on est toujours confronté, mis un petit peu en... Je dirais pas du tout en conflit, mais en tout cas, oui, on voit évidemment ces grosses têtes d'affiche qui prennent beaucoup de place. C'est souvent eux d'ailleurs que la presse relaye, etc. Puisque bah, y a une sorte de fierté d'accueillir quelqu'un, on va dire, de connu. Okay. Donc il y a forcément cette tension qui existe toujours, et aussi un peu des fois la mine un peu triste du programmateur et qui nous annonce qu'il n'y a pas... la salle n'est pas pleine. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a toujours ça, donc nous on le prend... des fois avec un peu de sourire en disant bon, c'est pas grave, et puis les gens qui sont là ils sont heureux et tout ça. Parfois aussi avec un petit peu de désespoir en disant bah, effectivement comment lutter contre quelqu'un de célèbre. Après je pense que ça pose aussi la grande question des lieux. Peut-être qu'il y a la médiation, c'est sûr. Et je pense qu'il y a à réfléchir sur un... Continue. J'ai vu que ça tombait. Ouais. Il y a à réfléchir sur peut-être un autre type de lieu. En tout cas, on le voit même dans l'été, les festivals. Là, vous parliez du Théâtre du Roi de Cœur notamment, mais par exemple, le festival qu'organise la ville de Bergerac aussi est un plutôt bon contre-exemple. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans des temps forts avec que des gens, des compagnies locales, et ça prend. Il y a le public pour ça. Donc en fait, est-ce que c'est un problème de lieu? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on va voir quand on prend un risque? Est-ce que l'idée de boire un coup avant, après, je prends l'exemple même du foyer du Théâtre du Roi de Cœur, qui c'est même pas une salle de spectacle, et quand ils sortent des cartes blanches, comme ils appellent, il y a 100 personnes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un désintérêt, je pense que c'est plutôt la pratique même. C'est pas la même pratique forcément que d'aller peut-être dans une salle, centre culturel, et voilà. Donc c'est re-questionner un peu ça, c'est ce que fait aussi le Théâtre de la Gargouille avec sa salle, le Petit Chat Noir. Réintroduire un peu un autre type de salle, qui ressemble peut-être plus au tiers-lieu, mais qui peut avoir son intérêt. Ce que fait aussi la Guerre mondiale, par exemple. Oui, voilà. Donc c'est sûr que c'est les associations là, ou les compagnies qui prennent un peu le relais pour quelque chose de peut-être plus convivial alors. Je dis pas du tout que c'est pas convivial, mais c'est vrai que du coup on est dans un autre rapport aussi, peut-être pour le public un tout petit peu moins, un petit peu plus... moins guindé. Oui, peut-être un peu dans l'idée moins guindé. Mais c'est sûr que ça existe, et après il ne faut pas lutter, parce que je pense que lutter contre ça serait peut-être vain, même si après c'est... Moi j'aime bien aussi voir une tête d'affiche de temps en temps. Oui, mais Nassima, quand tu viens d'intervenir en disant moins guindé, est-ce que ça veut dire qu'il y a une représentation du théâtre ou du centre culturel qui serait réservée à la classe sociale? Est-ce que ça joue là-dedans? Oui, évidemment. Alors qu'on est quand même à Bergerac, on n'est pas au TNBA à Bordeaux. Le centre culturel de Bergerac, c'est pas non plus une scène... qui est empreinte de rapport de classe. D'ailleurs, même au TNBA, quand j'y vais, il y a beaucoup de jeunes lycéens qui sont présents. Mais beaucoup. Bon, après, les mobilités sont plus simples. Voilà, c'est ça. On a un déficit là-dessus, c'est clair. Et là, depuis l'arrivée dans nos locaux du BIJ Info Jeune, qui amène un public différent, mais qui s'arrête au hall, qui ne sait même pas, pour la plupart, ils ne savent pas que derrière, il y a une salle de spectacle. Et on a institué, ça se dit, on a lancé ça avec les collègues, c'est-à-dire de certains groupes de jeunes parfois, les mercredis ou dans la semaine, de leur faire le tour du centre culturel, vraiment rentrant dans la salle, aller sur la scène et tout ça. Ah ouais, il y a ça ici. Désacraliser. Mais on n'ose pas venir ici, on n'ose pas pousser la porte, c'est pas pour nous, etc. Et puis on leur explique que finalement ils peuvent avoir des choses super intéressantes pour eux, parce qu'il y a des choses pour eux, à des tarifs parfois accessibles, des tarifs pour la famille, etc. Et donc c'est vrai qu'en faisant ça, c'est déjà un grand pas. C'est bien d'avoir réuni ces publics-là chez nous, mais c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui se disent c'est pas pour moi. C'était un peu le cas des bibliothèques avant. Il y en a qui ne poussaient pas la porte de la bibliothèque parce que c'était là-dedans, ça devrait être... La culture avec un grand C avec plein de guillemets, quelque chose qui serait une sorte de champ réservé. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce débat, est-ce qu'il faut aller vers les publics ou faire venir les publics? Bon, là, on n'a pas tranché, je pense. Enfin, c'est un peu compliqué comme question, mais... Pardon. Oui, Nas. Il y a un petit... Bergerac a aussi quand même un désavantage, on ne parle même pas de Bordeaux, mais même par rapport à Périgueux, où il y a au moins un peu de fac, un peu plus de jeunes. Voilà, par rapport à ça. Oui, quand même.
Et, des études supérieures. Et où, par exemple, quelque chose de très populaire comme le cirque a été complètement amené là-bas. C'est-à-dire que... Boulazac. Oui. Même si c'est pas ce que tout le monde va voir, ça, même si eux-mêmes ont du mal, des fois, parce qu'il y a des espaces qui sont trop grands, etc., ça draine quand même. Bon, oui, parce que le cirque, ça reste quand même un truc populaire. C'est vrai, oui. En parlant de lieux, Thomas Visonneau, j'ai regardé un petit peu sur votre site ce que vous appelez les universels, la compagnie du tout vivant, et j'ai trouvé ça intéressant, mais ça m'interroge. Alors n'hésitez pas à dire que je dis des bêtises, mais ce que vous appelez les universels dans votre approche du théâtre, c'est l'articulation de l'économie de moyens avec des textes canoniques ou non du théâtre. C'est le cas pour Fantasio de Musset que vous êtes toujours, que vous avez créé, que vous êtes toujours. Ouais, j'ai joué, mais au Petit Chat Noir notamment il y a quelques jours. Là. Et est-ce que cette économie de moyens, elle est liée directement? Alors, est-ce que c'est une volonté de remettre le sens du théâtre populaire, ou est-ce qu'elle est aussi liée au fait qu'il n'y a pas de crédit, quoi, et que vous êtes obligé de faire avec une économie de moyens? Les universels, c'était vraiment né au départ, non pas tellement par pragmatisme, c'était vraiment surtout l'idée de faire des spectacles qui pourraient se jouer dans les collèges, directement dans les collèges, ou dans une salle des fêtes, dans des lieux qui ne seraient pas des lieux équipés, et qui ne seraient pas forcément des lieux qui accueillent des spectacles de théâtre. Et ça nous a amené au tout début avec mon collègue Frédéric Périgot, que je salue, un comédien merveilleux. On a créé Claude Gueux, donc c'était le texte de Victor Hugo qu'on a créé pour la salle de classe au départ. Et ça nous a amené à jouer pour des collégiens, pour des lycéens. Et puis aussi on l'a joué, après on nous a proposé de le jouer dans des salles des fêtes, notamment beaucoup en Creuse. Et c'est né comme ça, d'avoir une économie de moyens avec une table, un comédien, quasiment pas de musique, enfin le texte en avant. Donc là, Fantasio, vous faites tous les personnages en Fantasio, je fais tout seul sur ma table. Et c'est s'affranchir aussi là pour le coup d'une vraie logique de production pour nous, c'est-à-dire de pouvoir créer ces formes-là beaucoup plus légères, sans avoir à s'encombrer d'un calendrier de production lourd, etc. Et puis pouvoir avoir un rapport très très direct avec les gens. Et notamment, on parlait de la médiation, notamment avec des collégiens ou des lycéens qui ont en plus cette image un peu préconçue de ces textes canoniques, Victor Hugo, Musset, là on va travailler sur Robinson Crusoe vendredi. Bah, voilà, c'est cette image un peu préconçue. Le livre est là, posé sur la table de cours devant le prof de français, ce qui est merveilleux, mais montrer à quel point nous on arrive en proposant un pas de côté total par rapport à ce qu'ils peuvent attendre. Et là, tout d'un coup, ça provoque un choc dans l'établissement. C'est né comme ça, les universels. Et ensuite, après, on peut le faire ailleurs, quoi, dans d'autres types de spectacles, salles de spectacle. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu récemment le Tartuffe de Guillaume Bayard au TNBA, qui joue tous les personnages. Économie de moyens aussi. C'était absolument formidable. Donc pour vous, ça peut être aussi une réponse à cette absence de public pour des textes entre guillemets canoniques. Oui, et puis je pense que le pragmatisme aujourd'hui, on va en reparler ensuite, mais dans le milieu culturel, de toute manière, est un peu obligatoire. On est obligé de s'adapter là à beaucoup de choses. Les textes, on va dire plus canoniques, même les grandes pièces, sont des pièces souvent avec beaucoup d'acteurs sur scène. Ce soir, il se joue Volpone, les Gargouilles, c'est plutôt une troupe, et là, pour le coup, ils résistent. Mais c'est compliqué de réunir maintenant une équipe de 5, 6, 7, 8 comédiens. Donc forcément, oui, des formes comme ça, c'est aussi une manière de pouvoir quand même faire résonner ces textes. Mais j'oppose pas. Moi, j'ai jamais opposé grande et petite forme, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours essayé de faire les deux, c'est-à-dire à la fois des spectacles avec un ou deux comédiens, des fois des spectacles avec plus de monde, mais ça ne veut pas dire que petite forme n'est pas égale à petit spectacle. Ça, c'est aussi très important, puisqu'on peut être très bien tout seul et faire un spectacle super fort, et souvent dans les têtes d'affiche, ils sont souvent tout seuls, donc c'est ça le paradoxe. C'est des spectacles qui coûtent quand même assez cher, mais ils sont quand même seuls. Donc comme quoi, c'est pas une question de nombre en tout cas, et pas une question de moyens, puisque même des fois les humoristes, assez peu de mise en scène, assez peu de moyens, ça reste très très simple. Après, il y a une question de cachet, mais c'est autre chose. Une question de cachet, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, mais finalement c'est une question aussi de ce qu'on donne et du rapport qu'on a avec les gens. Et de ce qu'on raconte, quoi. Je pense qu'on pourrait faire une émission prochainement sur justement le coût de tout ça, enfin la différence au niveau de l'économie justement du spectacle, les gens qui... c'est comme dans la vraie vie en fait, les gens qui se gavent et ceux qui travaillent humblement et superbement et avec moins quoi. Ouais. Alors évidemment, le monde de la culture, c'est un service public, et donc il y a les politiques publiques culturelles.
Et autant dire que, bon alors on va sortir du contexte lié à j'allais dire la démission, à la motion de censure, et oui donc la démission du gouvernement et la loi d'orientation budgétaire de 2025, puisque là c'est un peu flou, quoique ça revient, donc bon. Mais on ne peut pas écarter cet acteur principal qui est l'État, ou que sont les collectivités territoriales, oui. Et avec quand même un très mauvais signal, d'une part pour déjà les orientations budgétaires de 2025, et puis un très mauvais signal qu'a donné la présidente de la région Pays de Loire. Vous êtes originaire de Nantes. Moi aussi, je suis aussi originaire des Pays de Loire, mais plus bas. Moi, je suis un pauvre à la périphérie, un Vendéen. Et donc, cette élue présidente de la région Pays de Loire, Christelle Morancet, qui au moins a le mérite d'afficher la couleur, hein, elle est de droite, elle fait partie du parti Horizon, elle appartient au parti Horizon, et on sent que les zélés du libéralisme guident ses pas, puisqu'elle a donc annoncé ce qui a causé vraiment une grande opposition, pas qu'en Pays de Loire mais ailleurs, je vais en reparler. Donc le 17 octobre, elle a annoncé un véritable plan d'économie, on pourrait dire un plan social de la culture, visant à économiser plus de 100 millions d'euros, alors que le gouvernement lui demandait une ponction de 40 millions, qui déjà a été interrogée, mais là c'est quand même énorme. Et donc les menaces sont très fortes pour plusieurs grands festivals qui sont connus, comme la Folle Journée de Nantes, le Chaînon Manquant en Mayenne, la Maison de Julien Gracq qui devient résidence d'auteur, qui était transformée en résidence d'auteur. Bref, la liste serait très longue, sachant qu'en Pays de Loire, cette chaîne artistique emploie 150 000 personnes. Sans compter que ça risque de nuire aussi à la création, parce que j'imagine que quand on est intermittent et dans la précarité, c'est plus compliqué de créer. Et donc elle annonçait dans son communiqué, je ne sais plus après sur sa page Facebook ou son X, que la culture serait-elle un monopole intouchable. À mon avis, là encore une fausse question, en parlant comme si la culture était un ensemble monolithique qui serait protégé. Or, on sait très bien, et je pense que tu peux en témoigner, que la précarité est quand même très forte dans le monde de la culture. Alors, je voudrais juste vous faire part du communiqué de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la FIL, qui a fait part de sa très vive inquiétude, puisque là, on parle du spectacle vivant, mais dans la culture, il y a aussi la chaîne du livre, enfin le livre. Et donc, dans ce communiqué, ce que j'ai retenu deux choses, que cette annonce met en péril 40 ans de construction culturelle collective. Donc c'est pas rien. Et la FIL est très inquiète pour l'avenir des politiques culturelles dans les territoires. Alors Christelle Morancet a réagi hier en disant un peu à la Thatcher qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est comme ça et pas autrement, et qu'elle dénonçait le fait que la culture était, je cite, shootée à la dépense publique. Bon, évidemment, je parlerai d'une pétition, si je le mettrai à la fin de l'émission, qui circule. Même si les pétitions, on sait que c'est pas toujours, mais au moins ça montre le poids, un certain poids en tout cas, une façon pour le peuple de prendre la parole. Comment tu as appris ça en tant qu'ancien, originaire des Pays de Loire, mais au-delà de ça, quand une collectivité territoriale sabre à ce point la culture? C'est pas nouveau, parce que c'est vrai qu'il y a eu déjà d'autres régions qui ont commencé un peu ce travail. Laurent Wauquiez notamment. En Rhône-Alpes, oui. Mais c'est vrai que on assiste en fait à une sorte de longue déconstruction justement de la culture comme service public dans beaucoup d'endroits. Elle s'est mise à mal, on tape. Alors il y a beaucoup de secteurs en grande difficulté, et la culture en fait partie. On se rend compte que c'est peut-être plus simple d'aller taper un petit peu là, dans ce secteur-là, justement parce qu'il y a beaucoup de clichés qui subsistent, en tout cas, sur les intermittents, les artistes, etc. Et puis que c'est un levier économique, évidemment, qui peut en tout cas être mis à mal de manière plus simple. Mais c'est sûr que oui, dans le milieu, nous, on est très inquiets. Parce qu'on voit déjà d'année en année des festivals qui ont du mal, on voit les salles qui programment beaucoup moins, on voit les compagnies dont les subventions baissent, Donc tout le milieu, tout le secteur est exsangue aujourd'hui, et a peur.
Et je pense que c'est aussi les conséquences du Covid vraiment après coup. C'est-à-dire qu'on a eu plutôt, on va dire, une période du Covid qui a été plutôt une bonne période, enfin, il n'y a pas une mauvaise période puisque tout a été un petit peu suspendu, on a arrêté, mais on était toujours, il y avait l'année blanche, etc. Donc en fait, on a continué à travailler, on a continué à créer, on a continué à être là. On s'est déjà posé la question essentielle, pas essentielle. Ah oui, pendant le Covid, la culture, enfin, le poids des librairies et puis cette idée que la culture était considérée comme non essentielle. C'était un peu le titre de l'émission aujourd'hui. En tout cas, on nous a un peu mis de côté en disant c'est bon, ça sera pour plus tard. Et je pense que maintenant, le coup de bâton est là et c'est que le début malheureusement. Je pense que c'est aussi cette peur-là de se dire en fait là, ce qui se passe en Pays de Loire, c'est que le premier signal d'un ensemble qui va arriver là. Surtout, oui, enfin, il y a eu Vauquier en Rhône-Alpes, mais et là on reparlera du rôle des élus par rapport à la programmation ou au choix culturel. Parce qu'en gros, Vauquier, quand il parle de démocratisation, c'est plutôt la culture traditionnaliste, gauloise, voilà. Et Christelle Morancet, tu parlais des clichés pour les intermittents. Elle a dit hier, les subventions n'ont pas pour finalité de financer un emploi ou payer un loyer. C'est une provocation énorme. En gros, ça voudrait dire à nouveau que les artistes profitent un peu comme les chômeurs profiteraient du système, etc. Donc ils seraient des assistés. Et une méconnaissance totale, en fait, je pense, vraiment de l'aspect complètement pluriel des artistes. Il y a tellement de cas de figure, il y a les intermittents, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est très facile pour une politique en l'occurrence de mettre un peu tout ça dans le même sac, alors qu'en fait il faut faire vraiment du cas par cas entre des compagnies, entre des artistes du spectacle vivant, du théâtre, c'est pas du tout la même chose que des musiciens par exemple, que des danseurs, que l'audiovisuel. Enfin, en fait ce secteur est quand même très très large, mais c'est vrai que tout de suite on va aller le réduire à des choses. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ça traduit bien une sorte de méconnaissance du secteur en lui-même, comment il fonctionne en fait. Voilà. Et ça, c'est justement pour ça que c'est notre rôle à nous, là, de les défendre, de les programmer, de les aider aux créations lorsqu'il y a des spectacles qui naissent, de les recevoir pour qu'ils travaillent dans un lieu de spectacle, enfin avec la technique et tout ça, enfin dans des conditions quoi. Il faut continuer, il faut se battre à ça parce que c'est sûr que ce sera de plus en plus compliqué et le public, le public, la population, le non essentiel, c'est bien rentré dans la tête. C'est pas près de malheureusement, c'est rentré dans la tête. Oui et non. Mais... Alors par contre, c'est vrai que je pense quand même, le mauvais signal, le signal de Vauquier et de Morancet touche bien sûr vous en priorité, mais touche aussi les générations qui arrivent, c'est-à-dire que les jeunes qui sont au lycée, qui veulent faire option théâtre, option musique, quel signal on leur envoie? En gros, votre option, elle n'est pas essentielle et elle ne sert à rien. Et c'est dommage pour, évidemment, la créativité, mais aussi la découverte de plein de choses pour ces adolescents. Alors, petite transition avec ce que tu viens de dire, il faut les soutenir, il faut les aider, les programmer, etc. Dans la pétition en ligne contre Morancet, il est dit que la collectivité Pays de Loire, en plus, avait tendance à désigner, un peu ce qu'a fait Vauquier aussi, les bonnes et les mauvaises manières de produire de la vie artistique et culturelle. Alors, ma question localement, d'abord à toi Stéphane, même si je sais que tu es salarié, que tu dépends d'une élue en l'occurrence, de plusieurs d'ailleurs, est-ce que les collectivités, alors évidemment il me semble que les collectivités n'ont pas à ou faire de la programmation ou à désigner comment on doit, quelles sont les bonnes et les mauvaises manières, comment ça s'articule? Toi en tant que salarié, est-ce que ça serait peut-être difficile pour toi de répondre, mais est-ce que tu as senti parfois une tentation des élus qui parfois n'y connaissent rien, de vouloir imposer la bonne et la mauvaise manière c'est-à-dire soit un choix, parce que tout à l'heure tu parlais on reçoit, mais il faut faire des choix, donc le choix, il y a un arbitrage financier, mais il peut y avoir d'autres types d'arbitrage. Comment ça s'articule? Est-ce que tu arrives à défendre ta vision? Alors, j'arrive à la défendre, et d'ailleurs, l'article qu'il y a eu sur Sud-Ouest, moi quand j'avais fait ce petit billet sur les réseaux sociaux, la presse m'a appelé, est-ce qu'on peut faire une interview par rapport à ça? J'ai quand même demandé l'autorisation, parce que j'ai un devoir de réserve par rapport à ça, et là, ça a été unanime, oui, vas-y,
on peut y aller. Pour moi, ça donne un peu, ce qui a été dit, ça donne un blanc-seing à continuer à les défendre, du coup. D'accord. Donc ça veut dire que mes élus, ma direction me dit, ben oui, il a raison, il faut soutenir les compagnies locales ou régionales, moins médiatisées, on va dire. Voilà, donc ça, j'ai pris ça comme ça. Mais dans la réalité, après, c'est vrai que il y a des envies quand même de briller. C'est-à-dire, pardon, c'est peut-être normal aussi d'avoir Olivia Ruiz qui est sur la colonne Maurice, ça le fait, quoi. Ou Elton John, comme avait fait Daniel Garrigue. Non, mais voilà. Après, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Remplir les salles. Voilà, il faut remplir les salles. Pour eux, l'idée économique de enfin la culture. Eh bien, la dépense et la recette. Voilà. Ça pose la question du service public qui, à mon avis, ne doit pas être alors voilà, donc je suis un peu partagé contenu dans une économie où on doit par exemple la dette publique, on s'en fout, je veux dire, les jubilés ça existe, c'est un faux problème. Donc la question moi je pense que je suis un peu l'élu te renvoie à l'idée que bon, il faut qu'on remplisse, comme tu disais, les salles. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Quand ils voient que on a 60 personnes pour une représentation de spectacle de théâtre ou de danse, comment ça se fait, voilà, et que après on a 800 pour un autre, là, on enchaîne les 800. Il y a un problème, il y a aussi un problème de fond qui est par exemple sur certaines collectivités où il y a un peu plus de réflexion autour de la culture, où c'est installé, etc. Il y a quand même un travail qui est fait sur la médiation en amont. Par exemple, vous avez eu le spectacle Un chaperon rouge qui est passé, où il y a eu personne, très peu de monde. C'est parti, là. Ouais, où il y a eu très peu de monde, mais c'est vrai que de toutes parts, on peut se dire c'est pas seulement un choix des élus, mais c'est quand même un choix, un manque de moyens. Oui. On se dit tiens, il y a ça qui va être programmé. Comment, c'est ce que se pose à peu près, c'est ce que se posent les questions des associations qui s'occupent de culture. Comment on va aller vers les écoles pour les amener et que le soir du spectacle, que ça coûte 1 euro ou 5, etc., ce soit eux qui soient... Il y a ce problème de... Que ce soit pas juste posé comme ça, je suis bien d'accord, évidemment. Voilà, ce travail de fond-là, il est très compliqué à faire, il n'est pas fait. On le disait tout à l'heure, c'est un peu le travail de mais c'est super important. Terrain, où ça nous fait défaut, ouais. Et c'est sûr, peut-être, dans ce cas-là, ce serait mieux. Mais après... c'est vrai que l'élu, lui, il faut lui expliquer, on est là pour ça aussi, qu'il faut aussi défendre les compagnies régionales, ce sera peut-être un peu plus difficile de faire venir les gens, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher ça, parce que sinon on va aller dans des trucs très simples et uniformisés. Et là non, il ne faut pas, Thomas, les relations, alors c'est pareil, c'est toujours une relation asymétrique. Donc parfois il faut faire attention à ce qu'on dit, mais globalement les relations avec les collectivités, compliquées, pas compliquées, quels sont les principes? C'est bien toi. Oui, lui il s'en tire pas mal. Ouais. Après nous on a toujours un peu notre bâton de pèlerin dans le sens où on est toujours là pour... T'arrêtes pas. Pour essayer d'imaginer des choses, des aventures avec des lieux, comprendre un peu la problématique aussi de chaque endroit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait rêver, imaginer. Après, ça se fait toujours en co-construction. C'est pas du tout avec les programmateurs, souvent. Évidemment, c'est, on va dire, la strate un peu plus au-dessus. Ou alors des arguments qu'on peut entendre, mais qui sont louables aussi, c'est pas pour mon public, par exemple. Alors c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça induit et du coup, ça peut induire inconsciemment un processus créatif en disant je vais plutôt m'emparer de ce texte-là plutôt qu'un autre? Est-ce que ça peut arriver? Il faut s'adapter. Il y a des modes en tout cas, mais là je pourrais réagir sur mon cas par exemple, où toute l'année dernière j'ai essayé de monter Huis clos de Jean-Paul Sartre. Oui. Et je me suis heurté à beaucoup d'indifférence de la part de toute la profession. Par exemple, à un moment donné je me suis dit on va arrêter ce projet. Indifférence qu'il y a quoi? Des intérêts. Des intérêts parce que Sartre, c'est trop compliqué. Je pense que c'est un auteur pas très bon, c'est pas pour ça qu'il a eu le prix Nobel de littérature. Sartre faisait peur, et puis peut-être pas dans la mode, peut-être en tout cas dans l'idée. Je pense aussi il y a un courant qui traverse le spectacle vivant, il y a des modes, et c'est vrai que là, il y a une grande opposition entre un théâtre plus institutionnel dans des lieux, on va dire, labellisés,
parliez du TNBA, voilà, où on a des modes, on va dire assez, on a des revendications très fortes dans ces lieux sur le genre, sur l'identité, d'ailleurs qui des fois lassent aussi le public, il faut le dire, et même moi en tant que spectateur. Je suis d'accord. Et de l'autre côté, il y a aussi des lieux, on va dire des mairies, etc., qui voilà, veulent faire plutôt de l'art comme un compromis, d'une certaine manière. On va essayer de faire un peu plaisir à tout le monde, il faut qu'on passe un bon moment, etc. Donc nous, en tant qu'artistes, on est toujours en train de jongler entre les deux, puisque on aimerait idéalement jouer forcément sur les deux tableaux, jouer dans le plus grand nombre de salles possible. Donc en fait, oui, il y a forcément les choix. Des fois, c'est par défaut. On se dit, bon bah là, on va pas aller au casse-pipe avec un projet comme ça. Ou alors des fois, on y va, et on y va coûte que coûte. Et ça peut arriver. Parce que vous y tenez. Parce qu'on y tient, et parce qu'on se dit, il faut le faire, mais à nos risques et périls. Et Fantasio de Musset, c'était là un choix assumé ou Fantasio, ça a été presque un truc à part, parce qu'en fait, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Léon Selena, qu'on a joué l'année dernière ici. C'était super, et c'est un spectacle pour le coup qui était un hommage, la pièce de Büchner, c'est un hommage à Fantasio. Et en montant Léon Selena avec mes acteurs, j'ai décidé de moi monter Fantasio tout seul, un peu comme un contrepoint. Aujourd'hui, je joue beaucoup plus Fantasio que Léon Selena, parce que Léon Selena, on est 7 en tournée, c'est beaucoup plus compliqué. La forme est plus courte et plus facile à proposer. On l'a joué une vingtaine de fois. Dans les bibliothèques et tout. C'est ça. Ouais. Là, je peux le jouer un peu partout, et j'ai joué bientôt une quarantaine de fois Fantasio. Ok. C'est ce qui fait ta force, justement, d'avoir ces formats différents. S'adapter, adaptabilité, quoi. On va parler des lieux, on va revenir sur un lieu futur juste après. Mais, je reviens sur les politiques publiques et on va parler du Pass Culture qui était dans le programme du président actuel et qui s'est mis en place et qui a favorisé la venue de compagnies ou d'autres, de danse, de théâtre dans les collèges et les lycées. Et Nicolas Dubourg, donc, qui a créé un excellent article dans Le Monde, président démissionnaire du syndicat, le Syndéac, pardon. C'est le syndicat des acteurs culturels. Entrepreneurs, acteurs culturels. Bon, il revient évidemment sur le projet de loi de finances et les choses qu'on a déjà évoquées sur la région Pays de Loire. Et puis sur le Pass Culture, il est assez partagé. Alors j'aimerais avoir votre avis. Que le Pass Culture en fait coûte 250 millions d'euros par an. Et Nicolas Dubourg propose lui de le supprimer, ou en tout cas d'en prendre une partie pour financer d'autres formes culturelles, enfin d'autres formes, soit les résidences d'artistes, etc. Alors, vous, le Pass Culture, vous en avez entre guillemets profité, j'imagine que quand vous intervenez dans les collèges, et moi aussi au lycée, les enseignants font venir des compagnies grâce au Pass Culture. Et ça a été surtout habitant à Bergerac, sachant qu'on ne peut pas se déplacer en bus, c'est 1200 € aller-retour à Bordeaux, donc c'est mort. Donc le Pass Culture, bonne, mauvaise idée, est-ce que vous pensez qu'il faudrait l'adapter? Je ne sais pas. Ben moi, je trouvais que ça reste une bonne idée, en tout cas dans les pratiques. En fait, ça vient... Il y a une peur par rapport à l'opérateur culturel, je pense, lié au Pass Culture, puisque les collèges, les lycées peuvent devenir un peu des programmateurs, et du coup, ça éclate complètement, on va dire, l'offre culturelle, où parfois une salle va se retrouver un peu dépossédée parce que tout d'un coup les collèges et les lycées ont entre guillemets plus besoin de la salle de spectacle. Ça peut être le cas même des fois ici où tout d'un coup la scolaire, on peut très bien tomber sur une scolaire où personne n'a envie de venir puisqu'ils ont déjà fait plein de choses dans l'établissement. Donc ça vient en plus. Après, c'est très intéressant puisque ça permet quand même de faire des choses dans l'établissement, mais il ne faut surtout pas que, et ça c'est compliqué dans le spectacle vivant, c'est que la sortie au théâtre dans un lieu qui n'est pas l'école, enfin qui n'est pas le collège ou le lycée, c'est aussi très important pour la qualité artistique, et l'ouverture des c'est-à-dire que tout d'un coup, il faut s'adapter dans ces moments-là quand on joue dans une salle de classe. Moi, je m'y suis habitué à adapter parce que j'ai des spectacles pour ça. La sonnerie sonne, le pion arrive en plein spectacle, les élèves sont là, il n'y a pas le noir, etc., etc. Donc tout ça, c'est une partie du spectacle. Mais il n'y a pas toutes les compagnies qui peuvent faire ça. Donc c'est à double tranchant. Et ce qui peut être un peu effrayant, c'est que ça va uniformiser encore plus les formes, où on va avoir beaucoup de compagnies qui vont faire des spectacles dans tout terrain aussi pour jouer là-dedans. Mais qui dure 45 minutes, c'est une séance de cours. Et du coup, les élèves, on va leur montrer beaucoup ça aussi. Donc il ne faudrait pas que les élèves ne voient que des spectacles, on va dire tout terrain, qui peuvent se jouer dans la salle de permanence ou dans le self. Mais qui quand même donne envie
à quand même beaucoup de collégiens, d'élèves, peu importe, de se dire le théâtre c'est aussi ça, moi aussi j'ai envie de monter sur scène, moi aussi j'ai envie de faire du théâtre. Ça le rend quand même. D'une certaine façon, ça démocratise le spectacle vivant, je suis d'accord. Mais ce qu'il dit sur l'ensemble, il a raison. C'est bien aussi d'aller voir le spectacle, la création qui est faite dans le lieu, avec les lumières, le noir. Même si ça dure 1h30. Et un public qui se confronte avec un autre public. Parce que voir une classe avec sa classe, c'est pas la même chose que dans un lieu où on est assis à côté de gens qu'on connaît pas, où on va rire en même temps, où on va pleurer en même temps, ou pas d'ailleurs. C'est vrai que c'est des choses importantes. Ça part pas d'une mauvaise idée, je pense, à la base. Après, je pense oui, il faudrait couper en deux peut-être et répartir cet argent et le mettre dans la créa, dans toutes sortes. Ça permet, c'est vrai que pour le coup, je trouve génial en ruralité notamment, avec des collèges qui ne peuvent pas venir. On a le problème du transport. Clairement, ici, c'est un gros souci. Jouer dans la salle des fêtes du village, entre guillemets, ou de la toute petite ville, et du coup, c'est super. Et ils peuvent voir un spectacle grâce au Pass Culture. Là, pour le coup, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas tout. C'est pas noir ou blanc. Je pense que c'est vraiment quelque chose à voir. Là, c'est pour les plus grands. Pour les plus petits, les écoles élémentaires et tout, alors nous, on est agglo. Donc 37 communes, mais en fait, quand on organise le spectacle, 38 communes, pardon. Heureusement que j'avais oublié Bergerac dedans. Quand nos spectacles sont proposés au centre culturel, à l'espace François Mitterrand, bien souvent, c'est les écoles de Bergerac élémentaires qui viennent. Ginesté ou Saint-Germain-et-Mons, ils ont plus de mal à cause de la mobilité. De la mobilité. Ouais. Alors, il faut essayer d'aller aussi leur proposer des choses. C'est ça, ouais, mais bon, c'est compliqué. En parlant d'inégalité territoriale et puis de politique publique et de lieux, j'aimerais quand même qu'on évoque, sans rentrer dans une polémique complètement stérile, le fameux centre événementiel qui est en train de surgir de terre à Bergerac. Alors moi, rien que le mot événementiel, c'est plus un centre culturel, c'est un centre événementiel. Bon. Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est qu'un événement déjà ? Les mots sont importants, événementiel, c'est pas culturel. Bon, ok, on sort de ça, oui, je pense que des événements, c'est ça. Et puis, c'est pas que pour la culture, le spectacle vivant. C'est aussi pour les associations, des congrès, des conférences. On est dans l'événement. Mais il y aura aussi certainement la partie, enfin c'est sûr même, la partie spectacle vivant un peu plus gros. Alors, a-t-on besoin d'un tel lieu à Bergerac, sachant qu'il y a déjà Mitterrand, là il y a la salle Mitterrand, le centre Michel Manet. Alors après Stéphane, je comprends que ça peut être compliqué puisque toi-même tu es salarié dans une collectivité qui défend le centre événementiel. Mais bon, c'est la question qu'on peut se poser. C'est une priorité, ça a été un choix politique. Voilà, tout à fait. On peut aussi se poser la question d'abord de ne pas avoir pris le pouls des habitants du Bergeracois, savoir peut-être ce qu'ils en pensaient, ou même des acteurs. Est-ce que votre compagnie, par exemple, a été sollicitée, ou est-ce que les compagnies ont été sollicitées pour la réalisation de ce centre événementiel ? Non. Il y a un truc. Non, parce que je pense qu'il y a toujours un peu cette volonté de marquer, quand on est élu et dans une bâtisseur. Mairie. Ouais, voilà, un peu bâtisseur. La pyramide du Louvre. C'est un peu ça. Okay. Et je pense que c'est aussi un problème qu'on a dans le monde de la culture et qu'on n'a pas résolu aujourd'hui, c'est que beaucoup de villes ont construit leur centre culturel et des fois un peu disproportionné. Moi, je me balade beaucoup, même en Gironde, où dans des endroits, il y a des théâtres qui naissent, vraiment comme des champignons, mais il y a 300, 400, 500 places. Alors que la ville n'est pas très grande, et du coup, il y a cette injonction de remplir ce lieu. Et je pense qu'on est des fois, dans le théâtre, en tout cas, victime de ça. C'est pour ça que je parlais des lieux à plus taille humaine. Je pense que des fois, d'avoir un petit théâtre de poche de 150 places ou 200 places, déjà, c'est bien. Ça permet de ne pas faire vide. Et je pense que, voilà, des grands centres comme ça, il faut les remplir, et du coup, on va les remplir, quoi. Du coup, voilà, donc ça... il y aura cette pression. Et pour les remplir, ça sera des têtes d'affiche. Et moi, ce que je trouve assez paradoxal, c'est le décalage entre les maires ou les élus bâtisseurs, on va dire ça comme ça, ce décalage énorme entre la volonté de marquer, parfois, sans forcément que ça soit cohérent avec les attentes, de marquer le territoire par salle, par ce centre événementiel ou un autre bâtiment, et puis l'absence totale pendant la campagne électorale
de la place des débats liés à la culture, que ce soit les européennes par exemple, ou les présidentielles. La culture est totalement invisible, et localement, on va parler de la médiathèque. C'est un peu l'Arlésienne, ça fait plus de 30 ans, depuis que je suis arrivé à Bergerac, entre les promesses de campagne diverses et variées, que ce soit Daniel Garrigue, j'allais dire Jean-Jacques Rousseau, Dominique Rousseau, Jonathan Priolo, la médiathèque est affichée, d'ailleurs c'est peut-être la seule chose où on parle, le seul élément où on parle de culture, même parfois les partis de gauche, bon moi j'étais sur une liste où effectivement on en avait parlé, mais cette médiathèque de Bergerac, elle n'arrive pas à exister. En gros, on a l'impression que les élus s'en cognent complètement de la culture de façon générale, et que c'est pas un thème de campagne qui va rapporter des voix. Comment est-ce qu'on pourrait ramener la culture dans les discussions politiques, parce qu'une médiathèque, c'est pas simplement l'endroit où on va stocker et étiqueter des livres, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on va lutter contre les inégalités sociales. Donc comment... déjà, ça vous désespère pas un peu de voir que les débats, les débats de fond sur la culture, notamment en milieu rural, soient totalement absents des campagnes électorales? Complètement, c'est assez désespérant. Et pour ça, il faudrait des élus ou des personnes qui aient une fibre, quoi. Et il manque ça, c'est sûr. Comment faire pour... Je sais pas trop là. Et est-ce que les compagnies, je sais qu'il y a eu à un moment donné, je crois qu'il y avait une menace de baisse de subventions et qu'il y a eu une sorte de collectif informel des compagnies. C'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Alphonse, Nassima, tu peux m'aider là-dessus? Le collectif qui s'était mis en place. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait reprendre, d'abord, est-ce que ça existe encore? Je sais pas si je crois pas. Mais je crois que le milieu est toujours un peu traversé par le désespoir, forcément, puisqu'il y a toujours un décalage entre nos désirs, nos ambitions et forcément l'ancrage de notre travail. Moi ça me frappe par exemple, mais des choses tout bêtes, quand je vais chez le coiffeur par exemple, ça m'arrive d'y aller, et où on dit voilà, vous faites quoi? Je fais du théâtre. Tout d'un coup la vision, on en revient à ces clichés, etc., sur ce que ça pourrait être la vie d'artiste, etc. Enfin, voilà, donc et se le prendre toujours en pleine face. Évidemment, ce qu'on fait, c'est tellement bizarre, tellement bizarre pour le commun des mortels. Par exemple, votre coiffeur, qu'est-ce qu'il vous a dit Alors j'ai de la chance que ma coiffeuse, elle connaît un peu, donc, mais ma coiffeuse d'avant, non, elle était, voilà, je sais comment. Elle m'attendait à la télé, quoi, en me disant mais vous jouez dans Plus belle la vie, voilà, c'est ça. Et en disant c'est pas le projet initial, mais vous faites de la comédie. Avec tous les mots qu'on va arriver comme ça très vite, est-ce que c'est comique, est-ce que vous faites du one-man show, etc. Et je pense que ça, c'est le désespoir on va dire. Pas pris au sérieux, je pense. Voilà. Moi, j'ai un exemple dans ma commune de 230 habitants. Bossé. Par exemple. Je suis élu aussi, mais je sais que je suis considéré comme... l'artiste du... le bohémien, quoi. Je suis pas chasseur. C'est pas un vrai travail. Je suis pas maçon, je bouge pas les trous sur la route. Et voilà, c'est pas bien perçu forcément. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, ça sert à rien. Enfin bref. C'est le programme des spectacles, tu rigoles, il doit bien se rigoler. Bon bref. Ça sert à rien, on en revient au titre. Est-ce que c'est essentiel? L'essentiel. Alors à quoi sert? Alors vraiment la question à 2 balles, et tant pis je la pose. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? À quoi ça sert? Soit le spectacle vivant ou l'art? Le spectacle vivant. Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est à s'ouvrir, à s'éveiller sur de divers sujets. Enfin voilà, c'est pas rester toujours fermé sur son petit monde. Je pense que voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Sans la culture, il y a de la culture partout, il y a des guerres quand même. Je pense qu'on pourrait éviter plein de choses si on éduquait plus nos enfants maintenant à aller voir des spectacles, à aller voir des expositions, à discuter de ça après en famille, à lire. Et même, ce qui nous manque, je pense, chez nous, c'est peut-être ça, on l'a dit, le petit truc de convivialité, de partager un petit moment après un spectacle, de discuter du spectacle avec l'artiste, mais aussi avec entre les gens. Et ça nous manque un petit peu. Non, il faut continuer, il faut pas lâcher, quoi. Il faut les soutenir et puis
On verra, mais c'est compliqué, très compliqué. Thomas, la question à quoi ça sert. Spectacle ou l'essentialité, à quoi ça sert pour moi, pourquoi c'est essentiel? Moi, je crois fondamentalement à une chose qui est un peu galvaudée, mais j'y crois dur comme fer, c'est la poésie. Mais la poésie dans son ensemble. C'est-à-dire que pour moi, c'est donner un rapport poétique, permettre aux gens de vivre poétiquement, dans un monde où justement la poésie, dans le capitalisme triomphant dans lequel on vit, pourrait être de moins en moins présente. C'est aiguiser le jugement critique des gens, oui, voilà. Et leur permettre aussi de réfléchir sans qu'ils s'en rendent compte. C'est pour ça que c'est la poésie est belle. Réfléchir à nos conditions humaines, c'est quoi être ensemble, c'est quoi être un humain, c'est quoi faire partie d'une société. En plus, le spectacle a ça de magique où on est déjà tous ensemble. Dans un monde où en plus on tend à être de plus en plus isolé par petits paquets. Et le Covid là, a accéléré ça. Parce qu'on a les moyens maintenant de pouvoir être un peu seul chez soi ou seul dans des petits groupes. Le spectacle vivant a cette qualité-là. Je pense qu'il faut permettre à de plus en plus de gens d'avoir des chocs au théâtre pour qu'ils se disent « Ah mais j'ai envie d'y retourner, ça m'a plu ». Mais pour ça, il faut, comme tu dis, pas lâcher et permettre à tout le monde de vivre au moins un choc. Voilà. Et quand on vit un choc au théâtre, on est transformé. C'est ça. Bah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer... Bon, l'actualité du centre culturel, il suffit d'aller sur le site. Oui. Il y a plein de choses. Alors, il y a des grosses têtes d'affiches qui remplissent, mais il y a plein de spectacles à venir, là. Il y a un spectacle de danse avec de la musique orientale au mois de janvier qui s'appelle Fibra, mais compagnie Chicrise de Bordeaux. Vraiment à voir. Alors là, on est à un petit remplissage, justement. Parlons-en. Donc. Ouais, le 25 janvier, on est à 15% de taux de remplissage. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est à voir vraiment... Comment ? Pour l'instant, avant l'émission. Pour l'instant, là c'est Noël, on va faire plein de cadeaux. Et puis voilà, il y a plein d'autres spectacles. J'essaie quand même, enfin, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais on le fait. On a quand même 25% de notre programmation qui, il y a les compagnies régionales, c'est 25% de notre programmation, ce qui est quand même. Je trouve bien, 27% exactement. Ça, c'est un choix politique. Les subventions, c'est un choix politique, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation légale. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est un choix assumé, revendiqué, très bien. Ouais. Thomas, actualité de la compagnie. On est en train de tourner un spectacle qui s'appelle Les Meetings Poétiques qu'on avait joué ici au festival de Bergerac en Seine en juin. C'était nos premières dates. On est toujours en train de les tourner. Et puis on a, en ce moment, on a 8 spectacles en fait en tournée dans la compagnie, donc on s'ennuie pas trop. Et voilà. Et puis on prépare ce projet autour du mythe de Robinson Crusoe qui s'appelle Robinsonné, puisque c'est un Robinsonné. Robinsonné. Sur ce que vous êtes en train de faire là, sur les poétiques, il y a quelque chose sur l'intelligence artificielle. Oui. Et donc, ce matin, j'ai lu un article d'Éric Sadin, philosophe, qui parlait du processus créatif, que l'IA, c'est pas de la création, c'est de la reproduction, c'est pas de la génération. Et qu'on est en train de tuer progressivement, en tout cas d'étioler nos facultés intellectuelles et créatrices avec cette fausse intelligence artificielle. Et c'est un des thèmes que vous abordez, je crois. On aborde le thème de l'algorithme. De l'algorithme. De qu'est-ce qu'un algorithme, et voilà, dans un monde où on est de plus en plus algorithmé. Et oui, effectivement, ça a des incidences sur nos pratiques quotidiennes et du coup sur nos cerveaux qui deviennent de plus en plus paresseux sur des choses. Alors, il y a des choses merveilleuses liées aux algorithmes. Et j'en suis moi-même, je fais mon autocritique, moi-même aussi complètement dedans, mais c'est sûr qu'on est en train de vivre un tournant. L'émission c'était sur la culture et on en vient un tournant, et on vit un tournant numérique énorme dans nos vies, et on en est encore une fois qu'au début, comme dans notre monde culturel. Je pense qu'on est au tout début d'un monde, en fait on est rentré dans la science-fiction totale, et on va être encore plus. Apparemment, la musique, beaucoup vont écouter, enfin déjà c'est parti, il y en a beaucoup qui écoutent la musique créée par... Donc c'est de la reproduction et c'est pas de la génération. C'est ça. Et donc du coup, quand c'est de la reproduction, on ne crée plus. On ne crée plus. Voilà, merci à tous les deux. Peut-être que Nassima, parce que évidemment je n'ai pas invisibilisé les femmes, mais elle est derrière la caméra. Alors au départ elle devait filmer, puis j'ai proposé de parler. Alors évidemment il ne s'agit pas pour nous d'exclure les femmes, et puis Christiane est aussi derrière la caméra. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais en tout cas que je ne représente pas les femmes derrière la caméra.
Ok, merci à vous. Non, voilà, que ce soit Thomas ou moi, enfin, je pense que voilà, c'est un métier de passionné. Quoi. Donc on est vraiment... ça, c'est déjà... Et on a besoin justement de relais aussi comme vous, et c'est ça qui est génial. Merci pour l'invitation, parce que je vous en prie. Plus on peut parler, je pense, de nos problématiques, plus on peut... Et que les gens collent des têtes aussi sur ça. D'accord. Un programme, c'est aussi des incarnés. Il faut incarner tout ça, et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.